Bonjour Aïcha, Bonjour maman, comment tu vas? ça va, je vais très bien. Nangadef. Magnifique. Donc Aïcha a vécu au Sénégal. Oui, j'ai vécu au Sénégal en 2011. J'ai fait mon master à Saint-Louis, Gaston Berger, master en réalisation documentaire de création. D'accord. Alors quand je dis Aïcha, je parle d'Aïcha Maki, la réalisatrice et sociologue nigérienne qui est cette semaine au Sénégal avec nous. Bienvenue chez toi, Merci. Aïcha. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de cinéma, on est aussi là pour parler de recherche, on est aussi là pour parler de ta visite au Sénégal avec nous. Merci d'avoir accepté d'être l'une de nos invitées d'honneur pour ce festival qui s'appelle le Festival africain du film et de la recherche féministe, Cinefemfest, Gëstu Nathalie Digué. Donc, cette émission, en fait, est une conversation. Nous sommes là pour parler de sujets d'intérêt pour le continent africain, que ce soit, ce sont des entretiens qu'on a avec des décideurs, des artistes, des chercheurs sur des questions d'intérêt pour les populations d'Afrique et de la diaspora. Donc Aïcha, vous êtes une réalisatrice, une sociologue, mais aussi une militante nigérienne dont les œuvres interrogent les tabous, déconstruisent les normes patriarcales et donnent voix au silence féminin. Vous êtes née dans une famille de leaders religieux. Vous avez grandi entre l'école coranique, l'enseignement classique, en forgeant très tôt une conscience critique face aux injonctions sociales imposées aux femmes. Dans un Niger marqué par des inégalités persistantes et une invisibilisation historique des femmes dans les sphères publiques, vous avez choisi la sociologie comme première arme intellectuelle. On parlera de pourquoi tout à l'heure. Diplômée de l'université Abdou Moumouni de Niamey en sociologie rurale, vous orientez vos recherches vers les réalités sociales vécues par les femmes, les jeunes, les populations marginalisées. Donc un intérêt très prononcé pour la justice sociale. Très vite, vous comprenez que le cinéma peut devenir un outil de transformation sociale capable de briser les silences et de réhabiliter les récits intimes. Bénéficiant d'une bourse du Forum africain du film documentaire de l'AFD, vous poursuivez un master en audiovisuel à l'IFTIC de Niamey, puis un master en documentaire de création à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, expérience que vous nous relatiez tout à l'heure. Votre cinéma radical, sensible, s'inscrit dans une tradition panafricaine de décolonisation des imaginaires, où les femmes ne sont plus des objets de discours, mais autrices de leur propre narration. Et c'est quelque chose dont on discutait tout à l'heure, en parlant de recherche. Et je pense qu'on va y revenir, parce que quoi qu'ayant quitté l'université, Aïcha habite toujours l'université. Absolument. Et avec un parcours différent cette fois, en anthropologie culturelle, audiovisuelle. Nous reviendrons sur cela. À travers vos films, Aïcha, vous abordez des sujets longtemps tus, par exemple la mortalité maternelle, les mariages précoces, le poids des traditions, les masculinités toxiques et surtout comment la justice sociale en fait est négociée et co-construite en Afrique. Vous transformez vos expériences personnelles en récits universels et vos œuvres deviennent des espaces de dialogue, de guérison, mais surtout de résistance. Votre engagement pour les causes humaines, enraciné dans les réalités africaines, refuse les injonctions importées et propose une voie émancipatrice propre aux contextes locaux. Récompensé par plus de 150 distinctions internationales, vous êtes chevalier des palmes académiques de la République du Niger et chevalier des arts et des lettres de la République française. Et ce n'est pas peu. Depuis 2024, vous siégez en tant que membre permanent de l'Academy of Motion Picture, Arts and Sciences, Oscars, devenant ainsi l'une des rares voix africaines à influencer les récits mondiaux. Fondatrice de Tabou Productions, Aïcha Maki crée une maison de production qui explore les non-dits, révèle l'humain dans sa complexité et accompagne une nouvelle génération de créatrices africaines. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, d'ateliers, en workshop, en résidence, de formation. Inlassablement, vous contribuez à faire émerger une jeune génération de cinéastes nigériens et je constate un goût très prononcé pour la transmission. Et c'est quelque chose dont nous discuterons tout à l'heure.
À travers vos formations, vos appels à projets et vos prises de parole publiques, vous militez pour une culture audiovisuelle inclusive et profondément enracinée dans les réalités du Sahel. Alors, pour votre filmographie, on ne fera que passer. Hein. Il y a Moi et ma maigreur, Savoir faire le lit, L'arbre s'enfuit et Zinder, qui consacrent votre œuvre. Bienvenue Aïcha, merci d'accepter notre invitation. Merci Rama. Alors Aïcha au Sénégal, qu'est-ce que cela ravive de souvenirs, vous qui étiez alors étudiante lorsque vous passiez par Saint-Louis, qu'est-ce que ce retour aux sources vous évoque? En fait, j'ai l'habitude de dire j'ai plusieurs pays. Il y a mon pays de naissance qui est le Niger, j'ai d'autres pays en fait que j'ai rajoutés, dont le Sénégal fait partie parce que quelque part c'est au Sénégal que j'ai quand même pu affiner mon écriture filmique à travers mon passage à l'université Gaston Berger, de celle du Sénégal à travers le master réalisation documentaire de création. Donc revenir à Dakar, bien sûr, c'est des souvenirs qui sont réveillés parce que ça nous arrivait de quitter Saint-Louis pour venir à certaines fêtes culturelles qui sont organisées par les Nigériens. Et même si on était à Saint-Louis, donc on avait quand même un lien assez particulier avec Dakar. Mais quand on vient au Sénégal, naturellement, oui, tout revient. C'est cette petite voix, par exemple, à la radio, qui m'avait accompagnée de l'aéroport jusqu'à mon hôtel, là où toutes les radios en fait qu'on capte, on parle en Wolof. J'aime beaucoup quand j'entends au Sénégal les gens qui parlent en Wolof, ça veut dire qu'ils parlent aux gens dans la langue laquelle ils maîtrisent mieux. Et moi, je suis une défenseuse des langues locales et ça me fait énormément plaisir de savoir qu'au Sénégal, ils ont réussi à décomplexer cette question des langues. Ils parlent dans la langue sans complexe pour que chaque citoyen sénégal, même le plus lambda, arrive à comprendre et à dialoguer avec les uns les autres. Donc, c'est cela qui ça m'a réveillé, cette éloquence dans la langue Wolof, que ça m'a réveillé, mais c'est aussi toutes les femmes que je vois passer, dont j'ai consacré tout un film autour de ça. Quand j'étais au Sénégal, c'est cette coquetterie, c'est ces femmes-là qui marchent comme sur des pelouses, les drianké. Et donc, c'est tout ça qui a été réveillé quand je suis venue ici au Sénégal. Merci beaucoup Aïcha. C'est très beau de vous entendre parler de ce parcours et de ce que cela vous évoque de revenir. Alors, Djeredjef, comme vous aimez les langues nationales, je vais le dire en Wolof, Djeredjef Aïcha. Vous revenez cette fois-ci en tant qu'égérie, invité d'honneur du Festival africain du film et de la recherche féministe, Cinefemfest, qui consacre une œuvre dédiée à visibiliser les invisibilisés, disons, de la société, les marginalisés de la société. On voit des sujets comme la maigreur, vous parlez tout à l'heure de la coquetterie, on voit aussi les sujets tabous, l'infertilité, on voit aussi la masculinité toxique avec Zinder, par exemple. Aïcha, pourquoi avoir choisi ces sujets-là? J'entends souvent une expression qui dit « il n'y a pas de sans-voix ». Il n'y a que des personnes qui sont délibérément silencieuses. Et vous, à travers vos œuvres, vous leur redonnez leur voix. Pourquoi ce choix-là? Je pense que ces choix, quelque part, il fait aussi écho à d'où je viens. Je viens d'une famille, comme tu l'as dit, des chefs religieux. Et dans ma famille, et souvent, les gens ont tendance à penser que dans ces genres de famille, les gens n'ont pas de voix. Moi, j'ai vécu dans une famille là où les dialogues étaient permis entre les parents et les enfants. Moi, particulièrement, j'avais vraiment le sens du dialogue avec mon père qui le permettait. Et chez mon père, en fait, il n'y avait pas de sujets qui ne puissent pas être débattus. Et donc, cela m'a amené toute jeune à vraiment ouvrir les yeux par rapport à ces genres de questions-là. Soit à l'école, quand je rencontre des marginalités et quand je rencontre aussi le fait de vouloir faire taire les femmes, ou même quand je suis sortie de l'école, après dans mon parcours, je rencontre cela, comment est-ce qu'elle peut être une femme et faire des films, sortir dehors tard la nuit ou voyager toute seule sans son muharram, comme le disent souvent les gens.
Et tout de suite, j'ai compris qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Et pourquoi c'est là? Parce que j'ai l'habitude de dire que des fois, le beau se raconte de lui-même. Peut-être on n'a pas besoin de lui mettre la lumière, mais sauf que des fois, il y a des choses qui sont mises expressément sous la natte. On ne veut pas en débattre, alors que ça fait du mal à la société. Moi, j'ai tout simplement voulu me focaliser sur des questions souvent qui sont tues expressément ou tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller, de s'aventurer sur ce genre de terrain-là. Donc, très vite, j'ai compris qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et ces gens-là, je pense qu'en fait, tout le monde mérite d'avoir une voix. Tout le monde mérite d'avoir son propre chapitre dans un livre de sa vie. Et souvent, les gens ne savent pas comment le faire. Et moi, comme j'ai eu cet outil magnifique qui est la caméra, qui me permet bien sûr de dialoguer avec les gens en étant hors champ, mais aussi de faire des choses avec les gens. Donc, ça me permet vraiment d'aller faire des films avec ces genres de personnes-là, qui souvent on veut faire taire. Moi, je refuse cela. Je pense que tout le monde a droit à avoir la parole. Et donc, c'est pour ça que souvent, je traite des thématiques qui sont dites tabous, qui sont dites intraitables, et souvent que les gens appellent des sujets à ne pas débattre, tout simplement. Exactement. Donc, la caméra, vous la prenez comme pour réclamer une présence, une voix, un être au monde, en réalité, qui est dénié à ces personnes-là. Est-ce donc un penchant ou une déclinaison professionnelle de la sociologue? Comment est-ce qu'on vient au cinéma lorsqu'on est sociologue? Quel est votre parcours? Disons, je suis tentée de dire que l'un a influencé l'autre. Déjà, il faut comprendre que je viens du théâtre. Ma première scène de ma vie, j'avais 6 ans, quand j'avais été choisie pour représenter toute la jeunesse scolaire de ma région Zander, quand il y avait une visite du président Ali Cheibou à l'époque. Et donc, j'avais chanté l'hymne qui avait été consacré pour les scolaires. J'avais 6 ans à l'époque et depuis lors, j'ai pris goût. Et on avait une enseignante du nom de Tanti Aïsata à l'époque qui nous initiait aux arts. On faisait de la poésie, on faisait de la danse contemporaine, on faisait du théâtre. Et tout de suite, moi j'avais vraiment une certaine expertise dans l'art d'imitation ou de savoir être sur scène. Et donc c'est ce que je fais toute ma vie, de mes 6 ans jusqu'à l'université, là où j'ai eu à diriger même la cellule culturelle au niveau de l'université. Donc j'étais prédisposée, entre guillemets, à aller vers le cinéma, je pense. Mais à proprement parler, c'est la science qui m'y a amenée. Pourquoi? Parce que j'étais sur mon terrain de recherche en sociologie, là où j'ai étudié sur les dynamiques foncières post-migratoires. Sociologie rurale, il faut ouais. le préciser. Voilà, oui. Donc sur les dynamiques foncières post-migratoires dans une zone déclassée dans les années 70 par le président Séni Kounché pour recaser des personnes du Zarmaganda qui étaient victimes de la sécheresse. Donc j'ai étudié sur ce terrain-là. C'était une aire de pâturage pelle, là où des agriculteurs ont été logés. Donc du coup, forcément, il y a conflit autour du foncier et c'est là où j'ai croisé éleveurs, agriculteurs, comment partager les ressources et tout. Donc c'est là où j'ai eu envie, à la fin de mon mémoire, d'aller vers une adaptation de mon mémoire de fin d'études en cinéma. Parce que tout simplement, il y avait des voix autour de la question de l'accès de la femme au foncier que je voulais exploiter avec ma caméra. Mais je n'avais pas d'expertise pour faire une adaptation. Donc c'est comme ça que je suis allée vers le cinéma, à la recherche de comment me faire mieux entendre. Parce qu'on a beau dire ça, quand on fait un film, un livre en fait, ou une étude, souvent même la dissémination, on le fait dans la langue de Molière. Exactement. Étant dans un pays comme le Niger, là où vous avez plus de la moitié des personnes qui n'ont pas été à l'école dite moderne, donc comment est-ce qu'on dialogue avec des gens sur lesquels on fait des études et qui n'ont presque pas accès aux résultats? Donc c'est en ce sens que j'avais voulu aller avec ces backgrounds-là de sociologie pour aller vers le cinéma, pour mieux m'outiller afin de mieux faire ma sociologie de façon filmique, mais dans des langues locales
pour que ça puisse être accessible à n'importe quel Nigérien. Donc voilà un peu le chemin qui m'a amené vers le cinéma. Donc c'était un souci de valoriser les résultats de la recherche. Absolument. Et donc très tôt, vous avez compris que le cinéma est politique, que lorsqu'on fait une étude, certainement le nombre de personnes qui peuvent y avoir accès est très limité. Absolument. Car c'est une république des lettrés, comme on dit ici au Sénégal, l'école est une république des lettrés. Donc vous avez choisi le cinéma pour parler à la masse, parce que vous avez compris que l'image a une force politique et aussi une volonté de transformation sociale, certainement. Alors, après l'UGB, comment naissent les premières réalisations filmiques de Aïcha, les sujets traités, moi et ma maigreur, savoir faire le lit. Qu'est-ce qui vous mène à ces sujets? En fait, je ne réfléchis pas beaucoup quand il s'agit de choisir un sujet à traiter. Je ne suis jamais allée au-delà de mon petit cercle, de l'immédiat. Quand je prends par exemple moi et ma maigreur que j'ai traité à l'IFTIC, donc au Niger, aujourd'hui devenu ESCOM, c'était la rencontre qui a fait naître ce projet-là. Je viens des Anders, une région à l'est du Niger, là où le corps de la femme est presque surveillé. Et là où le corps de la femme ne devrait pas grandir, ne devrait pas en fait avoir une certaine masse tant qu'il n'a pas eu un contact avec un corps étranger. Et souvent on fait allusion aux spermatozoïdes, parce qu'on se dit que quand la femme connaît les hommes, en fait elle s'ouvre. Des trucs comme ça, c'est une conception culturelle souvent. Je viens en Niamey, là où, dans la culture Zarma, vous voyez la différence même au sein d'un même pays, vous avez des variances culturelles. Et donc, du coup, là-bas, plutôt, les femmes doivent avoir des rondeurs. Et je croise des amis qui sont de cette culture-là. Et donc, c'est la rencontre de ces deux cultures qui a donné, voilà, c'est un choc des cultures qui a donné ces films-là. Autour de moi et ma maigreur, comment je suis traitée de Sabretchikoy, c'est en Zarma. Donc, mes pattes des moustiques, l'apostrophe, tout ça c'était des sobriquets qu'on m'a donné parce que j'étais une frêle silhouette, alors que pour eux, il y a j'ai une amie, Ramadullah, qui n'arrête pas de me dire qu'elle va m'amener au Hangandi. Hangandi, c'est une tradition chez les Armas, là où la femme mange beaucoup pour pouvoir prendre des rondeurs. Donc c'était des rencontres comme ça qui m'ont amené à réfléchir à faire un film sur ça. Mais c'était un prétexte aussi pour aborder la question du gavage que font les femmes et souvent en faisant recours aux médicaments sans ordonnance. Et qui sait le nombre de maladies que cela crée. Exactement. Donc voilà. Il y a aussi la question du body shaming, le fait que lorsqu'on est trop mince ou trop rondelé, on vous donne des sobriquets, qu'on pense qu'il y a un standard à respecter. Absolument. Donc très tôt, avant même que le terme n'émerge, comme cela est le cas aujourd'hui, vous avez popularisé par votre recherche un film sur ce sujet. Tout à fait. Et tout comme le deuxième savoir faire le lit, pareil aussi une rencontre des Sénégalaises avec une Nigérienne qui vient à Gaston Berger et qui souvent, j'avais vite eu des amis autour des femmes qui entretiennent l'espace vert et souvent quand je passe, elles me disent « Aïcha, pourquoi tu marches comme un soldat qui va en guerre ?» Et elles me disent, tu dois être ça aussi, on me l'a dit souvent. Donc, du coup, elles me disent, tu dois marcher, tu dois faire les jagres. Tu dois être coquette, tu dois marcher lentement et tout ça. Donc, c'est né de cette voilà, c'est ça, tu dois être indirianké. Et donc, c'est tous ces termes-là, à la fin, j'ai dit, bah, écoute, tiens, comme je suis là au Sénégal et que je dois faire un film, pourquoi ne pas aller explorer de ces côtés-là aussi? Toujours la question du corps. Exactement. Le corps comme et le regard de l'autre. Voilà, comme corps de séduction. Donc, je posais mon regard sur cet aspect-là aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait ces films à savoir faire le lit avec... moi qui viens du Niger avec mon prince nigérien et les Sénégalais, donc c'était aussi une rencontre des cultures qui a donné ces magnifiques films-là que j'ai fait à Gaston Berger. Et donc voilà, et dans la continuité toujours du travail que je fais sur le corps encore, je continue en traitant savoir-faire et arbre sans fruits, cette fois-ci corps des souffrances, corps de maternité, et pour aborder la question de la maternité, la question de la mortalité infantile aussi, puisque c'était
C'était un croisement entre deux morts. Je suis tentée de dire une mort naturelle, celle de ma mère qui est morte en couche, et une mort sociale. Quand on ne donne pas la vie tout de suite et maintenant, quand on est dans un foyer, et il y a une certaine mort sociale parce qu'on arrive à restreindre son espace, parce qu'on n'a pas envie d'aller dans tel espace, parce que quand on aura certainement des pics. On va vous demander quand est-ce que vous allez le faire, ce bébé, est-ce que vous avez une grossesse, est-ce que ça s'aligne regard comme inquisiteur. ça. Absolument. Et donc tout ce regard-là qui est là en fait accusateur, ce regard-là souvent qui nous met mal à l'aise. Donc j'avais voulu aussi mettre ma caméra de ce côté-là pour non seulement parler à mon nom propre, mais parler au nom de toutes ces femmes-là, à travers d'autres femmes qui sont dans les récits de ces films-là. Pour voir comment est-ce que la société regarde les femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est ces regards-là que j'avais voulu mettre en lumière, mais j'avais voulu aussi donner la voix à ces femmes-là qui n'ont pas eu d'enfants pour qu'elles parlent à leur nom aussi. Exactement. Donc c'est ces films-là qui a fait un peu le parcours chez les charlatans, chez les médecins, tous les parcours qu'une femme qui n'a pas d'enfants, certains enfants, il y en a qui choisissent de faire le parcours chez les médecins, il y en a qui choisissent de faire un parcours purement traditionnel, mystique aussi. Donc c'est tous ces parcours-là que j'avais voulu tisser dans ces films-là pour en faire un film. Et le dernier, en date, est Zender, pareil aussi sur le corps bodybuilding, corps... comment dire, corps masculin, toxique, voilà, toxique et tout ça. À quoi répondent les standards de la masculinité? Absolument, donc c'est ça. De l'autre côté, il y avait les standards de la féminité, de l'autre côté, il y a les standards aussi de la masculinité. Donc au fil des ans, je suis en train de travailler sur des thématiques du corps, sur lesquelles je suis vraiment en train de continuer ma recherche. Donc je crois que j'en ai aligné 4 comme ça sur des questions du corps. Donc c'est une historiographie du corps que vous faites en réalité, Aïcha. Comment, la question que je voulais te poser, c'est aussi de l'auto-ethnographie que tu fais. Parce que même si le regard est quelquefois décentré, c'est toujours tout part de toi. Tout à fait. C'est comme si tu pars de toi pour inverser la caméra, pour un peu universaliser le sujet qui t'intéresse. Est-ce là une démarche féministe, d'anthropologie visuelle, parce que l'auto-ethnographie a été aujourd'hui consacrée comme l'une des méthodologies, en tout cas, que les féministes utilisent pour dire que les savoirs situés, les savoirs qui émanent de soi sont aussi des savoirs valides qui gagneraient à être explorés plus en profondeur. Et que la personne qui émet ce type de savoir-là est une experte de sa propre expérience et qu'il ne faudrait pas attendre que l'expertise vienne de l'autre. Oui. Donc, comment la chercheuse a utilisé le cinéma pour mieux répondre aux inquisitions qui l'intéressent dans ses documentaires ou dans ses films? Moi, je pense qu'en fait, j'ai l'habitude de les dire qui mieux que nous. Exactement. Veut faire parler de nous ou parler de ce qu'on a vécu. Parce que quand on part sur le terrain, souvent quand on travaille avec les gens, ces gens-là ne sont pas que des gens sur lesquels on travaille, mais c'est des gens qui participent aussi à la création du savoir. C'est des gens qui participent aussi parce qu'ils deviennent acteurs de leur propre vie. Exactement. Et nous étant ceux qui, à travers nos points de vue, arrivons à les rendre visibles, donc forcément aussi on a des choses à dire. Et c'est pour ça que je ne tarde pas à me raconter ou à raconter mes films à la première personne. Donc j'utilise les jeux. Oui, les jeux parce que c'est moi qui fais le terrain, c'est moi qui observe. Souvent c'est moi, même si je filme derrière ma caméra, mais aussi quelque part je suis filmée. Même s'il n'y a pas un outil qui est posé sur moi, l'autre que je filme aussi, et là elle regarde sur moi. L'autre que j'essaye d'analyser ou de comprendre aussi, il essaye de me comprendre à travers les dialogues qui s'installent entre lui et moi. Donc il y a une relation entre le filmeur et le filmé qui s'installe, et cette relation-là, souvent, je le disais tantôt dans Zender, quand on m'accorde une interview, j'étais à un point de faire presque l'apologie de la violence. Parce que j'ai tellement pris du temps avec ces gens-là. J'ai tellement appris à les connaître. Jusqu'à un moment donné, je suis passée de cette personne qui craint à cette personne qui intègre presque
le gang et qui devient presque un membre important aussi, parce que souvent, il y a des moments où on me sollicite. Même derrière la caméra, un débat, à un moment donné, je sens le désir soit d'éteindre la caméra et de participer aussi à des débats. Parce que tout simplement, ils considèrent que je fais partie, dorénavant, je fais partie prenante de ces membres-là. Parce que tout simplement, il y a des années qui se sont écoulées, le temps s'est passé, je suis habituée au quartier, je suis habituée aux gens que je croise, aux gens que je filme, mais aux gens aussi qui souvent me posent des questions et que s'ils avaient, je crois, une caméra aussi, ils auraient posé leur caméra sur moi aussi pour avoir un feedback par rapport à ce que je filme, donc le filmeur et le filmé. Donc voilà, et oui, pour moi c'est important en fait de parler de son propre point de vue, parce qu'un film c'est avant tout le point de vue de l'auteur qui les raconte, à partir souvent de lui. Et moi, ce que je fais souvent, je parle de moi pour extérioriser. Donc je me raconte au même moment, voilà, je me raconte et au même moment je raconte les autres. Donc, à partir de ces parties-là, que j'essaie d'ouvrir au monde pour qu'il soit aussi un collectif, un universel. Merci beaucoup, Aïcha. Ce que tu dis est tellement instructif et a une certaine résonance en moi. Parce que quand tu parles du filmeur et du filmé, le parallèle pourrait être fait entre le chercheur et celui sur lequel la recherche porte, celui ou celle. Et la plupart du temps, on a tendance, nous, chercheurs ou chercheuses, à parler d'objets de la recherche. Alors qu'en réalité, ces personnes sont des sujets, des expertes de leur propre vie, de leur propre expérience. Alors, tu as parlé de quelque chose d'important, le rapport qui se construit au fil du temps entre celui qui est derrière la caméra, celui ou celle, et ceux qui sont devant la caméra. De la même manière, un rapport se produit entre celui sur lequel la recherche porte et celle qui mène la recherche. Est-ce à dire, Aïcha, que tu rejettes toute idée de distanciation ou de distance dans le terrain de recherche? Est-ce à dire que tu revendiques en réalité la subjectivité qu'elle est à valoriser? Absolument. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à se poser cette question de cette distance. Donc, on veut, coûte qui coûte, en fait, faire prévaloir. Comment avoir une distance avec quelqu'un avec qui on passe beaucoup de temps? Comment avoir une distance avec quelqu'un dont on partage la joie et la douleur? Comment avoir de la distance avec quelqu'un qui, à un moment donné, notre vie et sa vie s'imbriquent? C'est plein de questions. C'est quasi impossible. C'est plein de questions qui m'arrivent comme ça. Et quand on fait un terrain et on filme des gens, on mange avec eux, on dort des fois avec eux, on vit les pires, on vit les meilleurs avec eux. Le cas de Zandar, par exemple, là où j'étais avec des gens avec qui on rigolait, qui étaient là, que je filmais, à un moment donné, ils ont été en prison. J'allais le voir, soit les filmer ou juste simplement aller le voir. Bien sûr, il y a une relation humaine qui s'installe et qui parle de lui-même, parle forcément aussi de la subjectivité. Exactement. Puisque je pense que de la façon dont je vais avoir un regard bienveillant sur des gens que je connais, sur des gens dont je connais l'histoire, peut-être ça ne va pas être la même façon avec les gens que je ne connais pas, avec lesquels je n'ai pas un rapport de si près. Donc, c'est toute une question à se poser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, mais en fait, quand on fait la recherche, souvent on dit nous. Mais quand on parle de nous, en fait, de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Est-ce à dire que les chercheurs s'effacent carrément? Est-ce à dire que cette humanité doit s'effacer complètement parce que tout simplement on veut rendre compte de quelque chose? Et l'objectiver. Voilà, et l'objectiver, alors que oui, quand même, il y a toujours cette question de la subjectivité. Parce que tout simplement, c'est des rapports humains. Qui parlent de l'humain, parlent forcément de cette subjectivité-là, puisque on ne voit pas les choses de la même façon. Manière, exactement. C'est quasi impossible. Donc voilà pourquoi je le revendique, ces jeux-là. Et c'est un jeu auquel je me suis attachée. Et que ce soit dans mes films et dans les recherches aussi, je parle de ces jeux-là parce que c'est celui-là qui me détermine, mais c'est celui-là aussi, quelque part, qui permet à ce que cette relation se crée entre les gens avec lesquels je travaille, avec lesquels je fais mes films, parce que j'ai l'habitude de dire, en fait, souvent, je ne fais pas un film sur les gens, mais je fais des films avec des gens. Parce que quand on fait quelque chose sur une personne, forcément, en fait, il n'y aura que son point de vue, mais l'autre aussi qui construit au savoir, qui construit aussi
à faire ces films-là parce que quelque part, en fait, on met nos pas dans les pas des gens qu'on filme pour pouvoir être guidés quelque part. Exactement. Parce que sans leur concours, on ne peut pas voir au-delà de ce qu'on imagine. Exactement. Donc, il faut forcément qu'il y ait une porte qui soit ouverte. Et cette porte-là, souvent, c'est ces gens-là qui nous ouvrent les portes, qu'on arrive à avoir accès à cela. Et c'est en ce moment-là que nous, on arrive à aussi, dans ce qu'ils nous ouvrent, on arrive aussi à choisir ce qui nous intéresse et à le rendre beaucoup plus visible. Ce que tu dis est tellement beau. C'est que placer ses pas dans les pas de l'autre, ça nous grandit aussi. Ça nous permet de voir le monde avec des perspectives, disons, amplifiées, qu'on n'aurait pas eu, enrichies aussi, qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc Aïcha, la féministe, qui revendique le jeu et qui me rappelle un peu Baudelaire, le poète, qui disait « Oh insensé, toi qui crois que je ne suis pas toi ». Donc quand tu traites d'un sujet, tu parles de toi, mais en réalité, tu parles de l'autre. Tu parles de n'importe qui d'autre qui pourrait se trouver dans cette position. Ta recherche, tes films, à qui s'adressent-ils? Pour qui fais-tu tes films d'abord? Pour qui fais-tu ta recherche d'abord? Qui est l'audience? Une très belle question. Moi, je pense que, en fait, quand on fait, d'abord, on choisit quelque chose qui nous passionne. D'abord, nous, en tant qu'être humain. Et quand je traite un sujet, ça veut dire que ce sujet-là que je choisis, quelque part, moi, en tant que personne, moi, en tant qu'auteur, ou moi, en tant que chercheur, j'ai un intérêt particulier par rapport à cette thématique-là. Donc, quelque part, il y a quelque chose que je veux que les autres soit comprennent, ou bien je vais amplifier une voix que je considère étant pas beaucoup amplifiée, ou bien je vais faire remonter à surface une voix que je considère étant tue. Donc, bien sûr, je travaille d'abord moi, mais après, oui, je veux qu'à travers les prismes, mon regard à moi, que les gens arrivent à voir le monde à travers moi, mes yeux. Donc, c'est ça aussi le travail, en fait, que je suis en train de faire. Parce que si je fais mes films, quand on donne le même sujet à une autre personne, elle ne les traitera pas de la même façon que moi, je suis en train de les traiter. Donc, forcément, quelque part, en fait, c'est de mon point de vue qu'on arrive à voir ces sujets-là qui sont traités par moi, pour moi et pour les autres aussi. Donc, voilà comment je travaille sur tous les sujets auxquels j'ai un intérêt particulier et qui me passionnent et que je traite, parce que si je n'ai pas d'intérêt autour d'un sujet, je ne les traite pas du tout, parce que la première des choses qui m'intéresse, c'est est-ce que ces sujets me passionnent? S'ils me passionnent, je suis plus à mesure de le traiter bien et de pouvoir patienter, prendre le temps qu'il faut pour le traiter, et même si souvent ça me prend un temps fou de ma vie, mais j'essaye quand même de le faire parce que tout simplement, ça me passionne. Donc, je ne lâche pas au bout d'un moment parce qu'il y a une difficulté qui arrive. Souvent, j'essaye comment contourner les difficultés qui arrivent autour d'un projet que je mets en place et pour pouvoir le mener à bien. Et c'est cette passion qui permet à ce que je sois résiliente et je mène le combat jusqu'au bout. C'est aussi l'art du cinéma. Ce n'est pas seulement le fait, un projet, de mener un objectif d'un point A à un point B, c'est aussi l'art de le faire qui requiert de la patience. Aïcha, vous êtes aujourd'hui au Sénégal pour être célébrée parce que votre voix, votre art, votre œuvre a trouvé résonance dans une communauté qui est en train de s'établir, de femmes cinéastes qui veulent réclamer l'image de la femme, les narratifs sur la femme, la manière dont on documente le corps et les réalités des femmes. Qu'est-ce que cela vous fait d'être au Sénégal, de retour au Sénégal pour cela? Je pense que, comme j'ai l'habitude de dire, les festivals particulièrement, c'est des espaces, c'est des ponts qui se créent entre les cultures, entre les nations, entre les humains. Aujourd'hui, venir au Sénégal rencontrer d'autres voix porteuses africaines, des femmes qui sont des chercheuses, qui sont des photographes, qui sont des journalistes, qui sont des cinéastes. Bien sûr, c'est toujours un rendez-vous de donner et de recevoir. Et quand je vois, par exemple, toutes ces voix qui se sont rassemblées ensemble pour coécrire de façon collective un ouvrage qui va sortir demain, mais c'est une grande fierté de voir que d'une seule voix, avec toutes nos différences, on arrive à parler tous ensemble au nom de la femme, au nom de ces combats que nous sommes en train de mener, chacune dans sa sphère,
des compétences, c'est-à-dire d'autres dans la recherche, d'autres sur la Dans photographie, la photo, l'art, les films, donc tout cela. Donc pour dire qu'il y a en fait tous ces arts-là, en fait, d'une façon ou d'une autre, elles répondent les uns aux autres. Exactement. Donc c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, cette œuvre est en train de sortir. Donc c'est une joie qui m'anime de prendre part à cette grande rencontre, pour non seulement parce que mon image a été choisie pour être une des égéries de ces festivals-là, j'ai aussi été choisie pour juger les œuvres qui sont en compétition. Oui, vous avez fait partie du jury, voilà, du jury de ces festivals-là, mais aussi pour venir lancer ces livres-là, dont je suis certaine fera écho partout dans le monde, parce que c'est des voix quand même singulières. Voilà, singulières, et c'est singulier là, souvent on l'a mis ensemble, et vous verrez que chaque singulier, à partir d'où il parle, quelque part, il est international, il est général quelque part. Exactement. Et donc, c'est ça la beauté de cette rencontre-là. Merci beaucoup, Aïcha. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai laissé tomber tout ce que je suis en train de faire comme chef d'entreprise, comme mère de famille, pour venir, parce que l'appel mérite à ce qu'on y réponde, et qu'on y réponde avec grande voix. Et c'est ça que je fais, et c'est pour ça que je suis là au Sénégal. Et je vais rester le long pour pouvoir m'enrichir du regard des autres, m'enrichir de ce que je vais apprendre des autres, mais aussi pour donner ce que j'ai aussi, que j'ai amené de chez moi. Donc, c'est ça la beauté des rencontres qu'on fait, et c'est ça la beauté des festivals surtout, comme je l'ai dit tantôt, parce que ça nous permet, par exemple, moi qui suis nigérienne, et quand on passe mon film souvent peut-être à la télé nigérienne, pour un citoyen sénégalais lambda, il ne peut pas le voir sans pour autant avoir un décodeur. Et quand on sait aujourd'hui, la plupart de nos foyers, en fait, souvent, il y en a qui peinent à avoir 2000 francs CFA pour avoir la cocotte familiale journalière, et comment mettre 25, 40, 45 000 pour avoir un bouquet. Donc, le festival essaie de casser cette barrière-là, là où on a mis des murs entre les gens. Donc, lui, il essaie de les casser en mettant des ponts qui vont essayer de relier les gens. Exactement. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Donc, les gens qui vont venir regarder gratuitement mes films, ça élargit mon audience, ça permet aussi à mes films d'être vus par d'autres personnes sur le continent, et ça me permet aussi en tant qu'auteur de rencontrer d'autres personnes, et qui va aussi enrichir mon carnet d'adresses pour mes futures réalisations aussi. Merci beaucoup, Aïcha. Merci. Donc, ce que tu dis trouve résonance. L'ouvrage dont tu as parlé s'intitule « Écrire, filmer, photographier pour résister. Artivisme, recherche, féminisme et création en Afrique ». C'est un long titre, mais nous avons voulu que tous ces petits mots-clés-là s'y retrouvent, et que chacune des disciplines concernées s'y retrouve. Donc, il s'agit d'arrêter d'évoluer en silo. Que celui qui filme, celle qui photographie, celle qui écrit, celle qui fait de la recherche, que toutes puissent ensemble évoquer comment, en utilisant le jeu si prometteur dont tu parlais, le jeu, la première personne, évoquer leur parcours avec leur propre expertise, avec leur propre regard. Et comme tu le dis, cela enrichit bien sûr cet ouvrage. Il y a aussi, très important ce que tu viens de dire, le panafricanisme qui s'exprime de la meilleure manière par les arts. On parle souvent de l'intégration africaine, mais je trouve que l'art, le cinéma sont les meilleures manières d'intégrer les peuples. Il n'y a plus de barrière de langue, il n'y a plus de barrière, c'est l'émotion qui parle d'abord. Absolument. Donc c'est un grand plaisir et un honneur pour nous de t'avoir ici, avec nous, parmi nous. Et dernière question, Aïcha, je sais que la transmission est quelque chose de très important dans ton travail. Qu'il s'agisse des ateliers que tu fais, des sessions de formation, des mentorings au Niger et un peu partout dans le monde, tu as vraiment pris à cœur de transmettre de ce que tu sais, de ton savoir avec les jeunes générations, mais surtout les jeunes femmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne qui avait, que ce soit de moi, Aïcha, aujourd'hui, qui fait de la recherche, que ce soit Aïcha qui fait du cinéma, je pense que s'il n'y avait pas à un moment donné des gens qui ont accepté de partager ce qu'ils connaissent avec moi, je ne serais pas devenue ce que je suis. En passant par mes enseignants, en passant par des gens qui m'ont introduite dans l'art, s'il n'y avait pas Inoussa Ousseini, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui avait permis à ce que le Forum africain des films documentaires voit le jour
dans lequel j'ai fait mon premier passage cinéma et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc, comme Inoussa avait l'habitude de le dire, il avait à cœur la question de la transmission du savoir. Et donc, j'ai vite compris que oui, effectivement, il avait raison. S'il n'avait pas mis en place le Forum africain de films documentaires, peut-être Aïcha n'existerait pas. Peut-être Amina Mamani n'existerait pas. Peut-être il n'y aurait pas Ouaira, il n'y aurait pas Sani Magouri, il n'y aurait pas Sagirou Malam, il n'y aurait pas plein de gens aujourd'hui au Niger qui sont en train de faire le cinéma, qui sont passés par ces forums-là. Donc, comment faire en sorte que le savoir que j'arrive à acquérir, j'arrive à le partager avec les autres. Naturellement, c'est en formant les jeunes. Et moi, je suis convaincue qu'un savoir qui est partagé, il sert mieux qu'un savoir qui est gardé pour soi. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'essaye de batailler pour former des jeunes. Et je pense que si on comptabilise depuis que j'ai commencé à faire cette formation, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une centaine de jeunes que j'ai formés comme ça. Il y en a qui ont créé leur propre boîte de production, qui se débrouillent avec pas mal avec leurs outils. Et ces dernières années, j'ai commencé aussi à former des jeunes filles parce que non seulement il y a un vide, mais aussi un certain déséquilibre par rapport à la question de la voix féminine au sein de cet art-là qui est le cinéma. Donc, l'avant-dernière cohorte, je crois que j'avais formé 10 filles. Et la dernière cohorte, il y a 16 qui ont été formées aussi. C'est pour essayer aussi de corriger ces déséquilibres qu'il y a, surtout du point de vue technique, parce que vous avez rarement une femme au PV, rarement une femme au PS. Donc, il y en a quelques personnes qui sont dans la réalisation, mais côté technique, en fait, il y a presque un vide qui est là. Et quand on sait que souvent, dans des conversations des femmes, on a envie d'être seul avec des femmes. Et quand vous avez un technicien, homme ou un cadreur et tout, souvent, il y a une certaine gêne qui s'installe. Et on a envie vraiment d'avoir un espace aussi avec des femmes. Donc, du coup, il faut forcément qu'il y ait aussi des femmes au niveau de la technique. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, je suis en train de mettre en place des formations par-ci, par-là pour permettre à ce qu'il y ait d'autres Nigériens et pour que demain, qu'il y aurait pas que des Aïcha Maki, mais des plus qu'Aïcha Maki. Exactement. Et je pense que je suis en train de réussir mon pari parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, j'ai l'habitude de leur dire, dont je suis tentée d'écrire leur nom sur mon CV en disant moi j'ai formé par exemple Maimouna Omar Garba. Je suis vraiment tentée de dire que moi je l'ai formé. Il y a une autre jeune aussi qui se distingue, qui est ingénieure garagiste, Mariama Ali Sanda, mais qui fait du cinéma parce qu'elle aime ça. Malgré son travail, elle trouve toujours le temps de le faire. Et il y a une certaine passion qui l'anime. Et donc toutes ces jeunes-là, elles ne sont pas les seules. Et j'ai Halima Doumbia qui est en France présentement, qui est en train de faire un master. Et toutes ces filles-là, il y a Maimouna qui vient de finir sa licence, qui vient avec 0 background de cinéma, on les prend pour une semaine. Et ces filles-là, elles sont en train de faire des choses extraordinaires. Que ce soit Halima qui est en France, qui poursuit sa carrière cinéma, que ce soit Maimouna qui était allée au Bénin et qui avait majoré la promotion au niveau de toutes les matières. C'est extraordinaire. Que ce soit Mariam, toutes les deux, d'ailleurs, elles seront avec Bintou Faye. Elles ont été sélectionnées, une pour faire la production et l'autre aussi à réalisation. Et donc, elles sont en train de venir à Dakar. Dans une semaine, elles seront là. Donc, pour vous dire qu'elles continuent à faire leur chemin. Et c'est une fierté pour moi de voir toutes ces personnes-là qui sont en train de le faire. Et il n'y a pas que... Parce que souvent aussi, il y a des créateurs de contenu... il faut aussi compter avec eux. Parce que souvent, c'est des gens qui mettent en dérision souvent des réalités sociales, qui les tournent en dérision pour pouvoir passer un message. Exactement. Et dans le même ordre d'idée, aujourd'hui, nous avons Issa l'humoriste, nous avons Moxie, c'est des humoristes, c'est des créateurs de contenu nigériens aussi, grâce à la semaine du cinéma que je fais venir au Niger, qui sont aussi au Bénin en train de continuer à apprendre le métier du cinéma. Félicitations. Donc, pour vous dire merci beaucoup, pour vous dire qu'on continue à le faire et on ne compte pas s'arrêter là. Et bientôt, on est en train de vouloir lancer aussi toute une académie des arts autour d'une cinquantaine de personnes. Nous sommes en train de mettre en place ce projet-là pour permettre à ce qu'il y ait encore et encore d'autres narrateurs qui vont raconter l'histoire du Niger, l'histoire de l'Afrique dans ses plus belles robes. Qui vont raconter à partir de nous, à partir de notre point de vue, chacun, nos pays, nos réalités, nos cultures. Donc, c'est ça ma vision du cinéma et c'est ce que je compte continuer à faire. Et c'est important. Oui.
Merci beaucoup de cette générosité. Vous entendre dire que je ne veux pas former des Aïcha, mais des plus qu'Aïcha, cela dénote de toute cette générosité qui est vôtre. Donc Aïcha, le mot de la fin. Que diriez-vous à ces jeunes? Quelles 3 leçons leur laisseriez-vous qui cherchent à se frayer un chemin dans ce monde si difficile du cinéma, de la recherche, ce que vous avez appelé les arts aussi? Que leur donneriez-vous comme conseil? 3 conseils, le mot de la fin. Le premier, je pense qu'il faut avoir de la passion. D'abord, si vous voulez vraiment le faire, il faut que vous soyez mordi jusqu'aux os par cette passion de pouvoir faire le travail là. Le cinéma. Parce que voilà, le cinéma. Parce que si on n'a pas la passion, on ne peut pas avoir la patience de pouvoir le faire. Ça demande du temps. Ça demande de la patience, beaucoup de patience. Parce que vous allez commencer à traiter un sujet, vous allez rencontrer tellement de difficultés. À un moment donné, vous allez vous dire que je vais lâcher. Il ne faut pas lâcher. Donc, si vous avez la passion, ça vous permet de vous maintenir et de continuer à lutter. La deuxième des choses, il faut avoir du cran. Parce qu'en tant que femme, vous devenez une voix dans un espace public. Sachant que souvent, dans nos sociétés patriarcales, on aime en fait emprisonner la voix de la femme entre 4 murs. La voix de la femme ne doit pas transcender les murs de sa chambre ou de sa maison. Donc, si vous devenez quelqu'un qui prend la parole en public, forcément, vous avez la lumière sur vous. Exactement. Et souvent, cette lumière, elle est tellement diffuse qu'elle peut aussi éclairer d'autres femmes. Donc, à partir de vous, il y a d'autres femmes aussi qui émergent. Et donc, au lieu d'une voix, vous devenez des voix. Exactement. Forcément, souvent, ça dérange. Et donc, vous allez avoir sur votre chemin des cailloux qui vous seront lancés, vous serez caillassés. Donc, souvent, il y en a qui vont vous pousser jusqu'au gouffre, jusqu'au trou. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand on vous pousse dans un trou et qu'on vous jette des pierres, sachez tout simplement comment esquiver ces pierres-là. Vous allez voir, c'est ces mêmes pierres qu'on vous jette qui vont vous permettre d'avoir des escaliers. Exactement. Vous allez remonter du tout et ça peut vous permettre d'aller toucher les ciels. Exactement. Parce que moi, quand je commence à faire les choses, j'essaie de le faire de la façon la meilleure pour que quand je fais une œuvre, quand elle sorte, qu'elle puisse être meilleure que celle que j'ai déjà réalisée. Parce que derrière, j'aurais perdu de la plume, j'aurais perdu ma peau. Et qu'en avançant, je me dis, la meilleure réponse à donner, c'est de faire mieux encore. Exactement. C'est ça. Et le troisième conseil, alors, vous êtes ce que vous pensez être. Si vous pensez que vous devez être chercheur, mais vous pouvez l'être. Si vous pensez que vous devez être une grande cinéaste internationale, mais oui, vous êtes aussi, vous avez le droit de l'être. Tout simplement, il faut travailler. Il faut travailler. Là où peut-être quelqu'un qui a de la facilité peut travailler 2 fois pour atteindre son objectif, si vous devez le faire 10 fois, faites-le parce qu'à la fin, il y aura le même résultat. Donc, voilà le conseil que je vais donner aux gens qui vont se lancer et n'écoutez pas les gens souvent quand ils vous disent que c'est impossible. Non, en fait, souvent les gens essayent de projeter leur incapacité, leur propre limite sur vous. N'acceptez pas cela. Donc, vous avez toujours une petite oreille qui vous souffle quelque chose. Cette oreille-là, il faut être toujours attentive à l'écouter. Et souvent, il faut essayer de regarder avec les yeux de vos cœurs. Laissez parler vos cœurs et vous allez voir que ce que vous allez faire, en fait, ça va avoir forcément des résultats. Merci infiniment pour ces mots très sages et très inspirants aussi. Merci. Et je suis sûre que ceux et celles qui nous écoutent, surtout les plus jeunes, sauront y trouver un écho. J'espère. Merci infiniment Aïcha. Merci aussi. Et nous sommes heureuses aussi que vous ayez accepté de servir de mentor à certaines des jeunes de l'atelier de recherche qui ont choisi de se tenter au court-métrage. Merci infiniment Aïcha. Bienvenue encore une fois au Sénégal. Merci. En tout cas, l'équipe du festival Cinefem Fest Gëstu Nathalie Jigéen est heureuse de vous accueillir aussi comme membre du conseil d'administration. Merci beaucoup. Merci, bon séjour et bon festival. Merci. Merci Aïcha. Merci.